Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance des membres euh, pour les membres et la transition en matière d'emploi. Comment se préparer efficacement. Mon nom est Cynthia Doré-Robinson. Je suis représentante régionale au bureau de Moncton. Donc, je vous souhaite bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui. Euh, En ce temps de changement, les connaissances nous apportent de la confiance et de la solidarité en gage de force. Donc, c'est un peu ce qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est de l'information. Donc, pour commencer, je vais d'abord faire la déclaration de la solidarité et de reconnaissance des terres. Donc, euh, prenons le temps de reconnaître que nous occupons les territoires non cédés et volés des peuples autochtones. Ceux-ci continuent de gérer et euh, ceux-ci, excusez-moi, continuent de gérer et de défendre ces territoires, même si pendant des générations, des politiques coloniales ont été mises en place pour déplacer et pour les déplacer et les assimiler. Les travailleuses et les travailleurs le savent, on est plus fort quand on ne laisse personne de côté. Notre combat pour l'équité au travail est indissociable de notre lutte pour la justice, la dignité et l'autodétermination des peuples autochtones. Réfléchissons non seulement au territoire des nations autochtones sur lesquelles nous vivons, et travaillons en engageant aussi et à prendre des mesures concrètes pour honorer ces nations et leurs droits. L'AFPC reconnaît être un organisme colonial et avoir des obligations envers les membres, le personnel et les communautés autochtones. Ces derniers ont compris depuis longtemps le pouvoir de l'action collective, comme témoigne leur traitement fondé sur le respect, le souci de l'autre, les principes qui sous-entendent aujourd'hui nos conventions collectives. Les pertes d'emploi et le processus inadéquat de la transition en matière d'emploi nuisent à l'ensemble des travailleurs, travailleuses. En défendant leurs droits et ceux des peuples autochtones d'une même voix, nous jetons les bases d'un avenir plus juste et équitable. La FPC a s'engage à faire valoir ses droits dans un esprit de réconciliation afin de permettre aux injustices et de promouvoir l'inclusion au travail en ne laissant personne de côté. Le syndicat reconnaît que le maintien de bons services publics et de la défense des droits de personnes des Premières Nations, des Inuits et des Métis vont de pair. En exigeant des solides dispositions dans la convention collective, nous soutenons directement les travailleurs, travailleuses autochtones et faisons un pas de plus vers la réconciliation et protégeons les services indispensables dont la communauté autochtone dépend. Nos principes directeurs basés est fondé sur l'appel à l'action numéro 57 de la Commission de la vérité et la réconciliation. Apprendre, bâtir et être solidaire. Répétons-le en luttant d'une voix pour les droits des travailleurs, travailleuses et des peuples autochtones. Nous jetons les bases d'un avenir solide et juste. Merci. Maintenant, nous allons regarder nos objectifs pour la séance d'aujourd'hui. Donc, en premier lieu, nous allons passer en revue les dispositions relatives à la transition en matière d'emploi dans l'appendice B de la Convention collective et discuter de leurs applications en milieu de travail. Euh, En deuxième lieu, nous allons connaître les principaux droits et obligations des parties à l'appendice de la politique sur la transition en matière d'emploi. Et trois, nous allons explorer et échanger les ressources à la disposition des membres touchés
par la transition en matière de l'emploi. Donc ça, c'est les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Donc au programme, nous avons le mot de bienvenue à l'atelier, ce que je viens de faire, les réaménagements des effectifs d'hier à aujourd'hui. On va parler de que dit l'appendice B de la Convention collective au sujet de la politique sur la transition en matière d'emploi. Nous allons parler des rôles et responsabilités des parties. On fera une mise en situation. On parlera aussi des ressources à votre disposition avant de conclure notre séance d'aujourd'hui. Il y a la déclaration sur l'harcèlement de la FPC, qui est de mise dans toutes nos formations et activités collectives que l'on fait. Donc, l'harcèlement sous toutes ses formes nous éloigne de notre but commun et affaiblit notre syndicat. Tout en travaillant de concert à la réalisation de la tâche importante qui nous occupe, traitons-nous mutuellement et avec dignité et respect. Donc, nous allons faire une petite chronologie vite de l'histoire dans notre convention collective par rapport à les couvertures qu'on a pu obtenir. Donc, en 1985, l'IFPC négocie un accord sur les réaménagements des effectifs avec le gouvernement fédéral pour la première fois. La FPC organise sa plus grande grève nationale aussi à cette époque-là. En 91, les membres de la FPC s'organisent, euh, pardon, c'était en 91 qu'on a eu la grève nationale de la FPC, où les membres de la FPC se sont organisés euh, d'une grève nationale en réponse aux décisions de Mulroney de geler les salaires de tous les fonctionnaires fédéraux. La grève permet notamment à la FPC de négocier la nouvelle directive sur le réaménagement des effectifs pour le personnel permanent. Puis cet accord est ensuite adopté par le Conseil national mixte et appliqué à tous les syndicats de la fonction publique. Donc, on est vraiment des piliers par rapport à cette directive qui est l'aménagement des effectifs. Euh, En 95, il y a la suspension de la directive sur le réaménagement des effectifs par le gouvernement. Donc, le gouvernement libéral gèle les salaires des fonctionnaires et du Conseil du Trésor par rapport à la directive sur les réaménagements des effectifs. Le budget de 1995 annonce la suppression de 45 000 emplois dans la fonction publique sur une période de 3 ans. Donc, en 98, l'inscription à l'ARE dans les conventions collectives revient. La négociation de l'entente sur le réaménagement des effectifs rétablit les protections pour les personnes touchées par des suppressions de postes et garantit des mesures d'atténuation et une transition plus équitable pour les fonctionnaires concernés. En 99, on fait l'inscription le PTE dans la convention collective le 8 juillet 99. Il s'agit de la première convention collective de la FPC ACIA depuis la fondation de l'agence en 97. En 2012, il y a des réductions massives des effectifs fédéraux. Le plan d'action de la réduction du déficit touche un fonctionnaire fédéral sur 7 à l'échelle du gouvernement. Donc, à ce moment-là, 26 000 emplois ont été éliminés. Cette fois, l'appendice sur le réaménagement des effectifs est en place, mais les compressions sont si importantes que le système est débordé, laissant encore une fois le personnel dans l'incertitude et sans garantie réelle. En 2016,
On négocie des changements majeurs à cette entente. Ces changements se fondent sur les résultats du PARD et de la FPC. Euh, ob- la FPC obtient des améliorations importantes depuis l'inscription de cette entente dans cette convention collective en 98. En 2023 et en 2024, des initiatives visant à recentrer les dépenses gouvernementaux. Donc, le gouvernement fédéral va de l'avant avec son initiative et prévoit des coupures de 15 milliards de dollars dans les services publics au cours des 4 prochaines années. Les réménagements des effectifs sont donc en cours, ce qui mènera à des pertes d'emploi, à une inquiétude ou incertitude, pardon, accrue pour les fonctionnaires de l'administration publique centrale et des organismes gouvernementaux. Donc, vous connaissez bien notre grève nationale en avril 2023. Donc, la FPC dirige une des plus importantes grèves au pays, soit plus de 1000, excusez-moi, de 155 000 fonctionnaires fédéraux en grève pendant presque 2 semaines. L'entente conclue entre la FPC et le Conseil du Trésor prévoit des augmentations salariales cumulatives de 12,6 % sur 4 ans et un accord sur le télétravail qui n'est pas enchâssé dans la convention collective, mais qui permet aux membres de conclure des attentes individuelles de télétravail. Et maintenant, plus de coupures en 2025. Des réductions sont progressives. On prévoit 7,5 % en 2026-2027, jusqu'à 2,5 % durant l'exercice suivant et jusqu'à 5 % en 2028 et 2029, pour un total de 15 % sur 3 ans. Ces nouvelles coupes s'inscrivent dans l'initiative visant à recentrer les dépenses gouvernementaux annoncées en novembre dernier et interrompues lors de la on va l'avoir, prorogation du Parlement. Ça, c'est vraiment comme un peu le tour de l'histoire dans les dernières années. Euh, Je vais faire un petit sondage avec vous. Vous pouvez prendre le temps d'y penser. La question par rapport à mon sondage, c'est les réménagements des effectifs d'hier et d'aujourd'hui. Donc, ma première question, je vais changer mon écran. Euh, Où peut-on trouver l'information? Donc, pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'appendice B et où ce que vous allez trouver tout ce que vous avez besoin par rapport au réaménagement des effectifs. Donc, prenez connaissance de cet appendice dans votre convention collective. Elle est extrêmement importante. De nombreuses ressources s'offrent aux membres touchés par cette transition en matière d'emploi. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais tout d'abord, examinons le contenu de la convention collective. Donc, si on regarde un peu la définition de cette transition en matière d'emploi, donc c'est une situation qui se produit lorsque le président ou la présidente décide que les services d'un ou plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction à l'agence. Euh, ok. Donc, selon cette définition, il y a trois contextes qui peuvent donner lieu à une transition en matière d'emploi. Donc, nous allons les voir sur ma prochaine diapo. Donc, les trois contextes qui peuvent donner lieu à une transition en matière d'emploi sont
Un, le manque de travail. En deuxième lieu, une suppression d'une fonction. Et en troisième lieu, une réinstallation d'une unité de travail à un endroit où la personne salariée ne peut pas être réinstallée. Donc ça, c'est les trois contextes euh, qui donnent lieu. Donc, dans votre appendice, la politique sur la transition en matière d'emploi comprend une section générale sur les objectifs et les définitions suivies de 6 parties. L'appendice est structuré en fonction des principaux points de décision. Il se comporte d'une section générale qui présente les objectifs et d'une définition suivie des 6 parties et d'une annexe. Donc, on va les explorer ensemble. Donc, la première partie décrit le rôle et les responsabilités de l'ICA et des personnes salariées. La deuxième partie décrit les procédures que doit suivre l'agence pour informer le syndicat. La troisième partie présente la procédure que l'employeur doit suivre en cas de réinstallation d'une unité de travail entière. Et la quatrième partie précise les obligations de l'employeur en ce qui a trait aux possibilités de recyclage pour les personnes touchées, excédentaires et mises en disponibilité. Donc, la cinquième partie précise la protection salariale offerte aux personnes salariées nommées à un poste de niveau inférieur à leur à la suite d'une transition en matière d'emploi. La sixième partie présente les choix que les membres doivent faire s'ils veulent pas recevoir une garantie d'offre d'emploi raisonnable. Euh, Donc ça fait le tour des 6 parties que je parle, qui font partie de l'appendice. Donc, si vous allez à l'appendice B de votre convention collective, ce que je vous encourage fortement à faire, ouvrez aussi le guide de transition en matière d'emploi à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ce que vous devez savoir. Dans le prochain exercice, je vais lire une série de questions et les réponses se trouvent dans l'appendice B de votre convention collective ou dans le guide. Je vous demande de regarder d'abord dans la convention collective et une grande partie de son contenu est expliqué en langage simple dans le guide. Vous aurez quelques secondes pour faire la recherche, mais ne vous inquiétez pas si vous ne le trouvez pas immédiatement. Je vous indiquerai la section dans l'appendice ou du guide où vous pouvez trouver l'information et vous pourrez noter les réponses directement dans votre document. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez lever la main. Donc, où peut-on trouver l'objectif du PTE dans la convention collective? Et j'ai probablement été trop vite. Je vous ai déjà donné la réponse, mais c'est dans la section politique. Ce qu'on regarde, c'est optimiser les possibilités d'emploi pour les personnes salariées nommées pour une période indéterminée, ceux qui sont touchés par une mesure de transition en matière d'emploi. C'est ça que ça dit. Où peut-on trouver à qui s'applique cette disposition? Et oui, c'est dans la section application. Et elle dit que toutes les personnes salariées nommées pour une période indéterminée représentées par la FPC et travaillent pour l'agence. Où?
Trouve-t-on la façon dont on informe les membres de leur statut? Dans la partie 1, rôle et responsabilité. À 1.1.6, ça dit le président ou la présidente doit les informer par écrit. Où trouve-t-on la définition d'employé touché? Elle se trouve dans la section définition. Et elle dit que une personne nommée pour une période indéterminée qui a été avisée par écrit, et c'est important, ça doit être par écrit, que que ces services pourraient ne plus être requis en raison d'une mesure de transition en matière d'emploi. Donc, où trouve-t-on la définition d'employé optant? Elle se trouve dans la section définition et elle dit que personne nommée pour une période indéterminée dont les services ne sont plus requis en raison d'une mesure de transition en matière d'emploi et qui n'a pas reçu du président ou de la présidente une garantie d'offre raisonnable, cette personne a 120 jours pour envisager les options offertes dans la partie 6.4 du présent appendice. Puis c'est très important de se rappeler qu'on a 120 jours. Donc, où trouve-t-on la définition d'employé excédentaire? Encore une fois, elle se trouve dans la section définition. Et elle dit qu'une personne nommée pour une période indéterminée que le directeur général a officiellement déclaré comme excédentaire par écrit. Encore une fois, mot-clé ici, par écrit. Donc, c'est pas juste votre gestionnaire vous le dit en passant dans le corridor, c'est vraiment, il doit vous l'envoyer par courriel dans une lettre formelle pour vous l'indiquer. Donc, maintenant, nous allons voir les principales dispositions de les réaménagements. Maintenant qu'on a une bonne idée générale du contenu et de la structure de l'appendice dans votre convention collective, voyons comment quelques-unes d'entre elles par la suite. Il est essentiel, non, il y a essentiellement, pardon, 6 étapes que l'employeur doit suivre dans le cadre du processus de transition en matière d'emploi. Pour chaque étape, la convention collective décrit le droit et les obligations des parties. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous montrer les étapes du processus de transition en matière d'emploi. Donc, les étapes du processus de transition en matière d'emploi sont 1. L'employeur fournit un avis de transition en matière d'emploi au syndicat. 2. L'employeur remet un avis aux personnes salariées touchées. 3. L'employeur lance un programme de départ volontaire s'il y a lieu. 4. On procède à la sélection pour le maintien en poste ou la mise en disponibilité. 5. Des options sont offertes. Et 6, on procède aux mises en disponibilité et aux réaffectations. Donc, nous allons examiner chaque étape plus en détail. Le processus commence quand l'employeur fournit au syndicat un avis officiel de transition en matière d'emploi. Et cette étape est cruciale car elle déclenche les consultations avec le syndicat. L'objectif est d'assurer que la transparence
et permet au syndicat de représenter les membres dès le début du processus. Avis de transition en matière d'emploi. Donc, à quel moment l'avis est émis? Quand il est décidé qu'un ou plusieurs postes ne sont plus nécessaires, que le président informe la FPC au moins 2 jours avant, l'employeur consulte le syndicat pour évaluer les répercussions et des pistes de solutions, et l'employeur et le syndicat mettent sur pied des comités mixtes sur la transition en matière d'emploi. Donc, l'objectif de ce processus-là ou de cette partie de la processus, c'est d'assurer un processus équitable et transparent en concertation avec le syndicat. Et une fois que le syndicat est informé, l'employeur doit transmettre un avis écrit aux personnes qui pourraient être touchées. Cette étape permet d'informer les personnes salariées des répercussions possibles sur leur poste et d'entamer les discussions sur les différentes options. Euh, donc, nous allons maintenant voir l'avis aux personnes touchées. Donc, comme je l'avais dit, la deuxième étape, c'est l'avis. Donc, quand? C'est lorsque qu'il est possible qu'une personne perde son emploi, elle reçoit un avis écrit confirmant que son statut d'employé est touché. Cas particulier, les personnes en congé de maternité, parentale, maladie reçoivent l'avis en même temps que les autres, mais aucune décision définitive n'est prise avant leur retour. Donc, si vous êtes en congé, vous allez recevoir une lettre quand même, mais rien ne sera fait tant que vous ne viendrez pas au travail. Donc, l'avis aux personnes euh, touchées, on continue. Que peut contenir cet avis? Elle contient la déclaration officielle de suppression du poste, motif de la décision, droit de déposer une plainte euh, en lien avec la loi en lien avec la loi sur l'emploi dans la fonction public, à date à laquelle ces services ne seront plus requises, date officielle de la mise en disponibilité ou engagement à la communiquer. Donc, très important, il s'agit d'un premier avis important que la personne, qu'elle pourrait perdre son emploi. Il est important de comprendre qu'à moins que le processus de sélection ne soit déjà terminé, la personne n'a pas encore considéré comme excédentaire. Ainsi, ce premier avis est souvent bref et contient peu de détails. Donc, euh, l'agence doit mettre en place un programme de départ volontaire dans toutes les situations de transition en matière d'emploi touchant 5 salariés ou plus, du même groupe, du même niveau et dans la même unité de travail. Le programme permet aux personnes touchées de quitter leur emploi à la fonction publique en choisissant l'une de ces options présentées dans la politique sur la transition en matière d'emploi. Un montant forfaitaire en guise de mesure de soutien à la transition ou une mesure, euh, une mesure de soutien à la transition avec une indemnité d'études. Donc là, nous allons regarder le programme de départ volontaire. À quoi ça sert, le programme de départ volontaire? Ça sert à offrir une option avant le processus de sélection, à réduire le nombre de personnes soumises au processus de sélection. Puis, quand peut-on y recourir? Après la remise de l'avis de personnes touchées et avant toute sélection. Puis, obligatoirement, si 5 membres ou plus
d'un même groupe sont touchés sans garantie d'emploi, le programme de départ volontaire doit être mis en place. Les principes clés, le nombre de postes supprimés est défini à l'avance. En cas de surplus de volontaires, les sélections se font selon l'ancienneté et les dates de réflexion minimum sont de 30 jours. L'objectif du programme de départ volontaire, c'est d'offrir une option sur une base volontaire et limiter les mises en disponibilité. L'étape suivante est la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste. Ce processus consiste à déterminer quelles personnes seront maintenues en poste et lesquelles pourront être mises en disponibilité en fonction de facteurs comme les compétences et le mérite. Comme pour le programme de départ volontaire, le processus de sélection n'est pas toujours appliqué. Tout dépend de la nécessité ou non de procéder à des couples. Donc, nous allons voir maintenant le processus de sélection. Pardon. Quand peut-on y recourir? Donc, lorsque le programme de départ volontaire ne suffit pas à éliminer les postes excédentaires, le processus de sélection est mené dans le respect des principes de dotation de l'agence et une équipe conseil en dotation offre conseil et soutien aux gestionnaires pendant la durée du processus. Les méthodes d'évaluation comprennent, entre autres, des entrevues avec les personnes salariées, la vérification des répondants et répondantes, ainsi que l'évaluation des connaissances et des compétences. À l'agence, le processus de sélection fait l'objet d'une consultation par l'entremise du comité mixte sur la transition en matière d'emploi. L'objectif, c'est de déterminer qui gardera son poste et qui sera mis en disponibilité. Donc maintenant, nous allons voir les principes, les principales préoccupations. Donc, pour parler des principales préoccupations, on doit pouvoir euh, de discrétionnaire déraisonnable conféré à la direction, un manque de transparence et de responsabilisation, tort causé au personnel, manque de retour. Le syndicat s'oppose activement au processus de sélection actuel et réclame un système équitable qui tient compte de l'ancienneté. Vous trouverez euh, un document nommé Comprendre le processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité dans le manuel des personnes participantes. Vous pourrez prendre le temps de lire davantage sur le processus de sélection après l'atelier. À cette étape, les personnes touchées se font présenter des options prévues dans l'appendice sur le départ. Les options possibles sont une garantie d'une offre d'emploi raisonnable, le recyclage, une mesure de soutien à la transition. Cette étape, euh, c'est à cette étape que des personnes salariées prennent des décisions importantes concernant leur parcours professionnel dans la fonction publique ou ailleurs. Donc maintenant, nous allons voir l'option en absence d'une garantie d'offre raisonnable. Donc, le statut de personne optante, la personne est informée par écrit, et encore je mets l'emphase sur par écrit, qu'il dispose de 120 jours pour choisir parmi trois options. Si aucun choix n'est fait, l'option A est appliquée par défaut. Donc, c'est vraiment important
de prendre le temps de reviser ses options à l'intérieur du 120 jours, parce que après ça, vous perdez cette option-là et on vous impose l'option A. Maintenant, nous allons poursuivre. Donc, l'option A, c'est la personne excédentaire. Donc, la personne bénéficie d'une priorité d'embauche de 12 mois qui s'ajoute à ce qui reste des 120 jours de réflexion, donc jusqu'à 16 mois, euh, que tu es sur une liste de priorités. L'option B, c'est une mesure de soutien à la transition, euh, connue comme MST. Donc, c'est un départ volontaire avec indemnité forfaitaire selon les années de service. L'option C, l'indemnité d'études. Donc, pardon, c'est quand même le MST plus un montant allant jusqu'à 17 000 pour financer une formation avec possibilité de congé sans solde pendant 2 ans. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Nous allons maintenant voir l'option A, priorité excédentaire, un peu plus en profondeur. Donc, l'option A de priorité, quand tu deviens priorité excédentaire. Donc, tu bénéficies d'une priorité d'embauche, comme je l'ai mentionné, priorité de 12 mois, mais qui s'ajoute à ce qui reste des 120 jours de réflexion, donc jusqu'à 16 mois, pour retrouver un poste dans la fonction publique. Euh, ou une nomination prioritaire sans concours ni contestation. Euh, Si aucune offre raisonnable après 12 mois, la mise en disponibilité selon la loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique. Autre possibilité, départ anticipé. Donc, si vous décidez de démissionner avec indemnité pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire. Et puis, l'engagement de l'agence euh, qui, sou- qui vous soutiennent dans la recherche d'emploi dans un secteur de mobilité préféré. Donc, l'objectif de cette priorité-là, ou de cette option-là plutôt, l'option A, c'est de maximiser les chances de réintégrer la fonction publique. À l'option B, donc, l'option B, c'est la mesure de soutien à la transition, qu'on appelle encore MST. Donc, c'est un départ volontaire avec indemnité. Le départ est basé sur les années de service. Donc, par exemple, 10 ans de service égale à 40 semaines de salaire. Et puis, vous avez un paiement puis ce paiement-là se fait sur un ou deux versements sur 2 ans pour s'assurer des avantages fiscaux. Condition, par contre, la personne doit démissionner pour recevoir cette indemnité-là et elle reçoit aussi une indemnité de départ équivalente à celle en cas de mise en disponibilité. Et c'est c'est pas l'alliance, pardon, c'est l'agence que je voulais dire, fixe la date de cessation d'emploi. Donc, vous choisissez pas votre date de départ, c'est vraiment l'agence qui va vous donner votre dernière journée de travail. Aucune priorité d'embauche après que vous avez fait ce choix-là. Donc, l'objectif de l'option B, c'est d'offrir une compensation financière pour faciliter la transition hors de la fonction publique. Donc, maintenant, nous allons explorer l'option C ensemble, qui est l'indemnité d'études. Mesure B,
plus l'indemnité d'études. Donc, ce qu'on vient de voir par rapport à vous pouvez démissionner et recevoir un montant pour chaque année de service, s'applique aussi dans l'option C, mais en plus, vous recevez un montant additionnel allant jusqu'à 10 000 $ pour que vous puissiez retourner aux études. L'indemnité d'études doit servir à payer des droits de scolarité, des livres, matériels, et pour y avoir droit, vous devez fournir des reçus. Euh, il y a deux sous-options dans cette option-là. Donc, vous pouvez démissionner immédiatement, puis la personne reçoit son indemnité de départ et quitte la fonction publique. Ou la deuxième option, c'est que cette personne-là, ou vous pouvez plutôt prendre un congé sans solde jusqu'à 2 ans et permet reporter la mise en disponibilité et de continuer à cotiser aux régimes sociaux et de retraite pendant ces périodes de 12 ans-là. Donc, euh, pour pouvoir bénéficier de cette indemnité d'études, vous devez avoir une preuve d'inscription dans les 12 mois. Sinon, vous serez mise en disponibilité. Pour continuer encore avec l'indemnité d'études, euh, il y a d'autres dispositions qui vous sont aussi offertes. Vous avez 1 200 $ pour du counseling, que ce soit réorientation de carrière ou financière pour toutes les personnes optantes. Et deux, un remboursement partiel en cas de retour dans la fonction publique, sauf les droits de scolarité et matériel. Donc, les trois options adaptées aux besoins des personnes excédentaires. Donc, juste, on fait une petite récapitulation. Je peux même plus dire le nom. C'est pas grave, on va récapituler, voilà. Option A, B et C. Donc, option A, priorité d'embauche pour rester dans la fonction publique. Option B, indemnité de départ pour une transition hors de la fonction publique. Puis option C, c'est un soutien financier pour se reconvertir professionnellement avec des études. Mais vous avez besoin des reçus, n'oubliez pas. Chaque personne doit choisir en fonction de sa situation personnelle et professionnelle. Donc, les étapes consistent à procéder aux mises en disponibilité et aux réaffectations. Les personnes salariées qui ne peuvent pas être remplacées dans un autre poste peuvent être mises en disponibilité, mais elles conservent un droit de prioritaire si d'autres postes deviennent vacants ultérieurement. Ainsi, même en cas de perte d'emploi, certaines protections demeurent en place pour les personnes touchées. Euh, donc, maintenant, nous allons voir l'étape 6, qui est la mise en disponibilité. Euh, donc, sur cette étape-là, l'étape 6 de mise en disponibilité, il y a deux démarches de disponibles. Si l'employeur prévoit qu'un poste sera disponible, la personne excédentaire reçoit une garantie d'offre d'emploi raisonnable, ce qui signifie qu'elle sera priorisée pour une réaffectation à un autre poste permanent dans la fonction publique. Deux, si l'employeur ne peut pas garantir un emploi à la personne excédentaire, elle devient une personne optante et elle dispose alors du 120 jours pour choisir parmi les options prévues dans la convention collective, donc l'option A, B, C, 1 ou C, 2,
qu'on a vu juste avant. Donc, vous allez recevoir un avis écrit. Encore, je le répète, et puis je mets beaucoup d'emphase sur l'écrit. S'assurer que vos gestionnaires ne le disent pas que verbalement, mais que vous recevez le tout par écrit, que vous êtes une personne concernée, en indiquant la suppression du poste, si une offre d'emploi raisonnable est garantie ou non, et les recours possibles et les délais à respecter. Accompagnement et ressources, l'employeur et le syndicat clarifieront les options et assureront une transition équitable. Remarquez que les personnes bénéficiant de ce processus n'ont pas accès à d'autres options de transition offertes aux personnes optantes. Euh, l'échange de poste est une disposition clé. Donc, ce que l'on va explorer sur la prochaine diapo. Euh, Démarche en cas de garantie d'offre d'emploi. Euh, les critères d'une offre d'emploi raisonnable. euh, Poste de durée déterminée dans la fonction publique. Niveau d'emploi équivalent ou inférieur avec protection salariale. En troisième lieu, localisation dans votre zone d'affectation. Si possible, une réinstallation si c'est au-delà de 40 kilomètres. Et puis, transfert harmonieuse des avantages sociaux, ancienneté, congés, indemnité de départ. Donc, c'est ce qui fait partie de l'offre raisonnable. Euh, non, maintenant, on peut parler de votre statut. Vous conservez votre salaire. Donc, si vous recevez une offre d'emploi raisonnable, vous gardez votre salaire et vos avantages pendant que vous cherchez un nouvel emploi. L'employeur devrait vous confier des tâches, mais votre priorité est de trouver un autre poste. Donc, si vous acceptez, votre salaire est protégé si le poste est un niveau inférieur. Euh, Deux, votre nom est inscrit sur une liste de réintégration prioritaire pour retrouver un poste équivalent. Et trois, vous avez la possibilité de suivre des cours de perfectionnement aussi. Si vous refusez, si vous refusez l'offre raisonnable, vous allez être mise en disponibilité 6 mois après que la personne soit devenue excédentaire. Vous allez recevoir un avis de disponibilité au moins un mois à l'avance. L'inscription sur la liste de disponibilité prioritaire pour au moins un an. Et vous allez recevoir une indemnité de départ réduite selon les sommes déjà encaissées. Aucun droit au paiement forfaitaire euh, relié à ce refus. Donc, maintenant, pour voir l'échange de poste, l'échange de poste est une mesure qui permet à une personne touchée d'échanger son poste avec celui d'une personne non touchée qui souhaite quitter la fonction publique. L'objectif, c'est de faciliter la mobilité et de limiter l'impact sur les suppressions de postes. Donc, l'avantage, c'est que la personne touchée conserve son emploi.
L'autre personne peut partir volontairement. L'organisation limite les mises en disponibilité. OK. Donc, qui peut échanger son poste? Une personne optante sans garantie d'emploi, une personne excédentaire ayant choisi la priorité d'embauche, donc on a 12 mois pour ça, et une personne non touchée qui souhaite quitter la fonction publique. Donc, les étapes, c'est la personne non touchée qui souhaite manifester leur volonté de quitter la fonction publique. On a besoin d'une personne optante ou excédentaire qui va trouver un remplaçant ou une remplaçante potentielle. Puis, euh, la direction doit valider l'échange. Donc, ils vont regarder les compétences, les langues, etc. Et si c'est accepté, l'échange se fait en 5 jours et la personne touchée occupe immédiatement son nouveau poste et l'autre personne quittera. Donc, l'exonération de la réduction de la pension est une autre disposition importante. Elle permet à certaines personnes de toucher leur pension sans pénalité si elles sont mises en disponibilité ou choisissent de quitter la fonction publique dans le cadre d'une transition en matière d'emploi. Donc, quand on parle des gens qui veulent partir, ça peut aussi être des gens qui sont proches de la retraite. Donc, nous allons voir sur la prochaine diapo l'exonération de la réduction de la pension. Donc, qui est admissible? Il faut être à moins de 5 ans de l'âge d'admissibilité à la pension. On doit avoir au moins 2 ans de service ouvrant droit à la pension. On doit avoir travaillé au moins 10 ans dans la fonction publique. On doit être des personnes excédant qui sont âgées entre 55 et 64 ans, sans garantie d'offre d'emploi raisonnable. Donc, il y a comme deux groupes d'âge. Le groupe A, si vous êtes âgé entre 55 et 59 ans et que vous avez été embauché avant le 1er janvier 2013. Et le groupe B, si vous êtes âgé entre 60 et 64 ans et que vous avez été embauché après le 1er janvier 2013, vous êtes admissible. Les personnes mises en disponibilité ou qui démissionnent en raison d'une transition en matière d'emploi et réaménagement des effectifs et qui participent au programme de départ volontaire, échangent de poste ou sont des personnes optantes qui choisissent l'option A ou l'option B. Ça, c'est les gens qui sont admissibles à l'exonération sur la pension. Vous n'êtes pas admissible si vous refusez une offre d'emploi raisonnable et si vous acceptez une indemnité d'études. Donc, maintenant, sur la prochaine diapo, ça va porter sur le programme d'encouragement à la retraite anticipée annoncé dans le budget 2025. L'information évolue et je vous encourage à consulter régulièrement le site de la FPC pour vous tenir au courant. Maintenant, je vais vous montrer la diapo sur le programme qui encourage euh, la retraite anticipée. Donc, le programme a été annoncé dans le budget de 2025. Les informations, comme je vous ai dit, évoluent. Euh, Continuez à consulter le site pour avoir de l'information à jour. On est encore à découvrir les détails et l'impact du programme. Donc, il est donc nécessaire que vous restez, que vous nous, on va répéter ça,
que vous ne vous pressez pas à prendre une décision rapide par rapport à vos choix et ce que vous allez faire. Prenez le temps de réfléchir à vos options et choisissez celles qui vous conviennent le mieux. Euh, Enfin, nous allons examiner le droit de priorité qui garantit que certaines personnes sont considérées en premier lorsque le poste devient disponible lors d'une des transitions en matière d'emploi. Donc, vous allez vérifier ça, mais juste avant, je vais vous partager, je vais ouvrir mon lien. Voici le lien que je vous partage par rapport à ce qui se trouve sur notre page de l'Alliance. Ce que vous trouverez les informations sur la retraite anticipée qu'on garde à jour assez régulièrement. Donc, je vous encourage à aller voir, comme juste pour vous montrer un peu les informations qui s'y trouvent actuellement. Euh, donc, si on regarde, pour être admissible à ce que le gouvernement a annoncé, vous avez avoir pris votre retraite de façon involontaire, ce qui comprend les programmes de départ volontaire et d'échange, pardon, avoir au moins 55 ans si vous faites partie des personnes embauchées le 31 décembre voyons, 2012 ou avant dans le groupe 1 et moins de 60 ans si vous faites partie des personnes embauchées euh, le 1er janvier 2013 ou après dans le groupe B. Et puis, comptez au moins 2 ans de service ouvrant droit à la pension et avoir travaillé dans la fonction publique pendant au moins 10 ans au total. Donc, c'est les critères euh, d'admissibilité qui est légèrement différente que celle qu'on a vue un peu plus tôt euh, de ce qui vous donne droit dans votre convention collective comparativement à celle que le gouvernement vous offre. Donc, les informations sont sur notre site, donc je vous encourage à aller les voir, mais je vous montre un peu rapidement les informations qui s'y trouvent à ce moment-ci. Donc, pour revenir à notre présentation, nous allons maintenant passer au droit de priorité. Donc, droit de priorité, c'est un mécanisme facilitant la réintégration ou le maintien en poste. Ça s'applique à certaines personnes touchées dans un réaménagement des effectifs, une transition en matière d'emploi ou d'autres situations particulières. Il y a deux types de priorités. Il y a priorité statuaire qui se trouve dans la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Militaire libéré pour des raisons médicales liées au service. Donc, personne excédentaire, personne revenant d'un congé prolongé ou personne mise en disponibilité. Le deuxième, qu'on appelle priorité réglementaire, c'est en fonction des règles administratives en vigueur. Si vous avez des questions sur le processus de sélection, les options, l'échange de poste ou de départ volontaire, je vous invite à les noter et de nous contacter pour avoir plus de réponses sur vos questions. Maintenant, on va regarder aux responsabilités, les droits et les recours que vous avez. Donc, la convention collective et le guide sur la transition en matière d'emploi à l'agence décrit les responsabilités et les obligations des parties. La responsabilité première de la transition en matière d'emploi incombe à la direction. Donc,
Les obligations de la direction, c'est de, un, favoriser le développement des compétences. Donc, si les personnes salariées doivent être aussi qualifiées que possible afin de multiplier les possibilités de placement et d'amélioration, d'améliorer la sécurité d'emploi. Deux, c'est de bien planifier les ressources humaines. L'employeur doit revoir ses pratiques de travail et de délaisser, pardon, des contrats, des consultants ou des personnes d'agence afin d'éliminer des postes permanents. Et par la suite, c'est éviter les mises en disponibilité en envisageant toutes les options possibles. Donc, les départs volontaires doivent être pleinement mis à profit pour s'assurer que on garde le maximum de personnes. Donc, ça, c'est les responsabilités de votre employeur. Si vous constatez que l'employeur ne respecte pas ses obligations, assurez-vous d'en parler à la représentante ou représentant de votre section locale pour qu'un suivi puisse être effectué. La page 6 du guide de transition en matière d'emploi à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ce que vous devez savoir présente d'autres obligations de l'employeur dont je vais vous montrer. Donc, d'autres responsabilités, c'est d'aviser le syndicat de la situation et de les consulter dès que possible, d'optimiser les disponibilités d'emploi pour les personnes qui occupent un poste permanent, dans la mesure du possible, offrir ces ressources, ces personnes d'autres possibilités d'emploi et leur donner toutes les chances raisonnables de poursuivre leur carrière au gouvernement, traiter le personnel équitablement, mettre sur pied un comité mixte sur la transition en matière d'emploi et, et examiner le recours à toute personne qui n'occupe pas un poste permanent. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les consultants, les contractuels, les personnels qui arrivent d'une agence, personnes nommées pour une période déterminée et éviter les réembaucher si possible afin de faciliter l'emploi des personnes excédentaires ou mises en disponibilité. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit aussi cerner les possibilités de recyclage professionnel afin d'aider les personnes visées à demeurer dans la fonction publique. Aviser par écrit les personnes avisées de leur statut d'emploi et tout changement à ce sujet. Ils doivent aussi mettre en place un programme de départ volontaire pour que chaque situation de transition vise au moins 5 personnes du même groupe, du même niveau ou de la même unité. L'employeur doit aussi optimiser les possibilités d'emploi et miser sur le placement à l'interne. Et puis, finalement, l'employeur doit affecter, pardon, un conseiller ou une conseillère à chaque personne touchée qui n'a pas encore obtenu de poste permanent. Donc ça, ce sont les responsabilités de l'employeur. Euh, Maintenant, euh, nous allons voir les disponibilités de la personne salariée. Donc, comme personne salariée, vous êtes responsable de collaborer avec l'employeur, avec les ressources humaines afin de vous trouver un autre poste. Vous devez vous renseigner au sujet, vous devez vous renseigner au sujet de leurs droits en vertu des réaménagements des effectifs.
Vous devez remettre à l'employeur votre CV. Donc, maintenant, nous allons parler des responsabilités des personnes salariées. Comme personne salariée, vos responsabilités sont de collaborer d'abord avec les ressources humaines afin de vous trouver un autre poste. Vous devez aussi vous renseigner au sujet de vos droits en vertu de la convention collective. Vous devez aussi remettre votre CV ou d'autres informations pertinentes qui pourraient aider à vous trouver un emploi à l'employeur. Vous devez aussi vous assurer de rester joignable, par courriel ou par téléphone. Euh, Vous devez aussi envisager les possibilités de formation et des emplois qui peuvent vous être offerts. Aussi se renseigner sur les échéanciers et examiner attentivement toutes les options avant de prendre une décision. Parce qu'une fois que la décision elle est prise, vous pouvez pas revenir en arrière. Donc, euh, en cas de transition en matière d'emploi, il est important de chercher activement d'autres possibilités d'emploi au sein de l'agence et ailleurs au gouvernement. Ce qui est un peu la beauté de travailler au sein de la fonction publique, c'est que vous n'êtes pas limité à vous trouver un autre poste qu'avec l'agence. Vous pouvez explorer des possibilités avec d'autres agences ou d'autres départements de la fonction publique. Euh, donc maintenant, nous allons voir euh, les responsabilités du syndicat. Parce qu'on a parlé des responsabilités de l'employeur et on a parlé de vos responsabilités. Maintenant, nous allons explorer en tant que syndicat, c'est quoi nos responsabilités envers vous, nos membres. Donc, responsabilité du syndicat, on doit s'assurer que les mesures prises par l'employeur respectent l'entente qu'on a dûment négociée dans nos conventions collectives. On doit aussi tenir des séances d'information pour les membres touchés, mais aussi pour les membres qui ne sont pas touchés, surtout en lien avec le programme d'échange qu'on a parlé un peu plus tôt. Donc, vous pouvez potentiellement échanger avec quelqu'un qui n'est pas affecté, donc d'où l'importance de aussi avoir des séances d'information avec ces gens-là. Tenir des réunions consacrées aux membres qui sont touchés aiguiller les membres qui ont besoin de soutien vers des organismes externes pertinents s'il y a lieu. Donc, ça, c'est nos rôles en tant que syndicat. Euh, Nous avons aussi la responsabilité d'aider, d'épauler, de conseiller les membres tout au long du processus, de travailler avec la direction par l'entremise des comités mixtes sur la transition en matière d'emploi, et dans la mesure du possible, tenter de résoudre les problèmes avec les membres et représenter les membres qui décident de déposer un grief. Donc, dans le kit, on a de l'information pour les personnes ressources dans le manuel que vous pouvez utiliser. Je vous encourage à utiliser la feuille et à prendre le temps de remplir avec toutes les personnes ressources que vous pourriez avoir besoin au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Donc, que ce soit la personne représentante de votre section locale, de votre élément ou de l'Alliance. Euh, Étant donné que euh, cette entente fait partie de votre convention collective, si elle n'est pas respectée
que vous avez l'impression qu'elle n'est pas respectée, vous avez droit à faire un grief. Donc, je vous encourage, si c'est le cas, de parler avec votre section locale pour voir l'avenue et le dépôt de ce grief. Si vous ou une personne que vous connaissez avez un problème avec le processus de transition en matière d'emploi, parlez avec vos représentants syndicaux pour déterminer tu sais, s'il y a manière ou une autre solution pourrait être envisagée. Euh, donc, nous allons regarder une petite mise en situation. Nous allons utiliser le diagramme pour un peu se situer par rapport à ça. Euh, mais je vous rappelle qu'une offre d'emploi raisonnable est un poste garanti qui respecte le niveau et le lieu de travail actuel de la personne. Donc, une offre d'emploi raisonnable, c'est un poste garanti qui respecte le niveau et le lieu de travail actuel de la personne. Donc, euh, dans un exemple d'une lettre que Monsieur Olivier a reçue, donc elle est datée du mois d'août dernier, puis on s'entend que cette lettre, c'est une lettre fictive, c'est pas nécessairement en lien avec une personne en particulier, mais c'est plus pour que vous ayez un exemple de à quoi vous attendre en lien avec la lettre. Donc, c'est un document qui est protégé A, qui va donner votre adresse avec la date, votre poste, votre titre de poste, numéro de poste, votre niveau et la direction sur laquelle vous tombez et le lieu de travail que vous avez actuellement. Avec comme objectif de vous aviser que vous avez le statut de personne touchée. Donc, dans ce cas-ci, dans cette lettre-là, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, comme d'autres organismes et ministères, est appelée à participer aux efforts du gouvernement fédéral visant à atteindre l'équilibre budgétaire dans la foulée du budget fédéral 2025, un Canada fort. Euh, la CIA procédera à de nombreux changements, dont la réduction de ses effectifs. C'est dans ce contexte que je vous informe de votre statut de personne touchée et de la possibilité que vos services ne soient plus requis en raison de manque de travail à la ACIA. Donc ça, c'est un exemple de lettre que vous ou vos collègues pourraient recevoir. Euh, donc, une personne touchée est une personne nommée pour une période indéterminée. Donc, une personne qui est dans un poste déterminé ne recevra pas ce type de lettre. Euh, Donc, nous allons parcourir le diagramme ensemble en utilisant l'avis de reçu d'Olivier comme exemple pour explorer les options d'Olivier. Donc, la politique sur la transition en matière d'emploi, dans l'appendice de la politique de la transition en matière d'emploi, a été acquis à haute lutte à la table des négociations et il est inscrit dans votre convention collective. Donc, encore là, consultez-le. C'est super important. Donc, vous recevez un avis si votre poste est touché par un manque de travail ou la suppression d'une fonction à l'agence. Plus d'informations sur votre statut, personne excédentaire, optante ou position de nos processus peut être fourni avec la lettre ou plus tard. Donc, essentiellement, on peut juste vous dire vous êtes touché.
Puis après ça, de dire quel est le statut, ça peut venir par la suite. Donc, quand on regarde euh, la charte, on parle de personnes excédentaires. Donc, si vous êtes une personne excédentaire, mais vous n'avez pas reçu une offre d'emploi raisonnable, vous deviendrez une personne optante et vous aurez 120 jours pour choisir l'une des quatre options. Si, encore là, je vous le dis, si vous ne faites pas de choix, l'option A sera appliquée automatiquement et vous aurez droit à 1 200 $ pour des services de planification euh, financière et d'orientation professionnelle. Donc, quand on regarde encore au programme d'échange, le programme d'échange, c'est pendant la période de réflexion qu'elle se fait et vous avez le 120 jours ou la période prioritaire d'excédentaire. Si vous choisissez l'option A. Vous pouvez échanger de poste avec une personne non touchée qui accepte de partir. Si l'échange est approuvé, elle pourra choisir l'option B ou l'option CI. Mais le soutien à la transition qui lui sera offert pourrait être moindre selon la période à laquelle vous avez eu le statut excédentaire. Donc, si on regarde encore là, l'option A, vous aurez 12 mois pour obtenir une lettre, une offre d'emploi raisonnable avec l'aide de votre employeur. La période à laquelle peut s'ajouter toute portion non utilisée de votre période de réflexion. Donc, on s'entend que plus vous prenez de temps à réfléchir, moins de temps que vous pourrez rajouter à cette période de transition. Si vous conservez votre salaire, euh, votre régime de retraite et vos avantages sociaux, et vous aurez droit à une période de recyclage d'une durée maximale de 2 ans. Si vous démissionnez avant la date de période d'excédentaire, vous recevrez un montant égal à la rémunération que vous auriez touché à cette période, jusqu'à un maximum de 6 mois. Si après les mois d'emploi, euh, si après les 12 mois de priorité excédentaire, vous n'avez pas reçu d'offre, on vous mettra en disponibilité. Donc, le salaire, le régime de retraite, les avantages sociaux se termineront avec votre emploi. Mais vous aurez droit à une indemnité de départ, au droit de priorité de mise en disponibilité pendant 1 an et une période de recyclage d'une période maximale de 2 ans. Donc, on regarde l'option B, on démissionne et le mesure de soutien à la transition. Donc, comme je vous dis, un montant forfaitaire calculé selon le nombre d'années de service à la fonction publique s'ajoute à votre indemnité de départ. Et puis, vous pourriez aussi avoir le droit à une exonération de la réduction de la pension, mais le salaire et les avantages sociaux se terminent avec votre emploi. Donc, à l'option C1 ou CI, vous démissionnez avec indemnité d'études. Donc, même droit que l'option B, plus le 17 000 pour la formation. Et vous devriez fournir des reçus comme preuve pour soutenir cette demande. Et l'option C2 ou CII, congé non payé avec indemnité d'études. Donc, c'est le même droit que l'option C1 ou CI, qu'à l'option mais en congé non payé pendant 2 ans, plus le 17 000 pour une formation, sur preuve, encore là, d'inscription et présentation de reçus. Et les avantages sociaux et le régime de retraite se poursuivront pendant ce congé, mais vous devriez payer les cotisations d'employés et d'employeurs pendant
Non, c'est ça. Vous devriez comme payer cette cotisation-là, les deux parties. Après les 2 ans, vous n'aurez pas euh, si vous n'avez toujours pas trouvé de poste, on vous mettra en disponibilité et vous profiterez des droits prioritaires pendant 1 an. Donc ça, c'est les options qui, euh, qui vous sont offertes si vous êtes une personne optante euh, excédentaire. Donc, si vous avez une garantie d'offre d'emploi raisonnable, vous gardez votre emploi et votre salaire jusqu'à ce qu'on vous trouve un nouveau poste. Vous pouvez accepter cette offre. Si le niveau est inférieur, le salaire et les régimes retraite et avantages sociaux sont protégés. Puis votre statut prioritaire est aussi rétabli pour assurer que vous pouvez trouver un poste à votre ancien niveau. Si vous le refusez, vous serez mis en disponibilité au moins 6 mois après l'avis officiel et le salaire et le régime de retraite se terminent avec votre emploi, mais vous conserverez vos droits de priorité d'1 an et votre indemnité de départ. Donc, la réalité de chacun est unique. Il n'y a pas d'approche universelle dans la situation de transition en matière d'emploi. Il est important de prendre le temps de réfléchir à votre situation personnelle, à vos objectifs et à votre bien-être lorsque vous examinez vos options. Que vous restiez dans la fonction publique, que vous optiez pour une formation ou que vous exploriez d'autres possibilités, chaque décision a différentes implications. Donc, prenez vraiment bien le temps d'étudier vos options, posez les questions et demandez des conseils à vos représentants syndicaux. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des ressources et du soutien sont disponibles euh, pour vous aider à faire le choix qui vous convient. Nous savons ce qu'est un avis de personnes touchées et que nous avons fait un survol du diagramme. Je vous invite à visionner une courte vidéo qui explique le processus de réaménagement des effectifs et de la transition en matière d'emploi. La vidéo donne un bon aperçu des options des travailleurs et travailleuses et de l'aide qui s'offre à eux. Elle aidera les membres à savoir euh, à quoi s'en tenir et à prendre des décisions éclairées. Donc, les ressources à votre disponibilité. La SPC a fait de la transition en matière d'emploi une priorité. C'est pourquoi que le syndicat s'emploie à vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour appuyer les membres de façon compétente et bienveillante par le truchement de l'information, de la formation, de l'organisation et de la promotion des droits. Pour tirer pleinement parti de ces ressources, il faut connaître et savoir où les trouver. Donc, il y a encore là sur notre page web une section dédiée à la transition en matière d'emploi que vous allez trouver sur notre site. Comme il a déjà été mentionné, le réaménagement des effectifs et la transition en matière d'emploi sont deux grandes priorités. Euh, et votre syndicat se mobilise beaucoup d'énergie et des ressources pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Transition d'emploi à l'Alliance. Donc, quand que vous allez sur notre site web, c'est un peu ce que vous allez trouver comme information. Vous pouvez cliquer sur les hyperliens. Vous avez le guide des membres, la liste de vérification. On a aussi notre plateforme d'échange de postes que je veux vous
conseille de vous inscrire pour pouvoir faire partie de la discussion si ce n'est pas déjà fait. Et nous avons aussi une foire aux questions qui peut potentiellement répondre à d'autres questions additionnelles que vous pourriez avoir auxquelles on a déjà répondu. Il y a aussi un tableau de bord d'où puis ce tableau euh, c'est une façon de recenser un peu où les gens sont affectés et combien de postes sont touchés. Il y a diagramme, un glossaire, des emplois à durée déterminée. Si vous êtes branché aujourd'hui en cherchant de l'information sur et que vous êtes euh, employé déterminé à la fonction publique, on a aussi de l'information qui seront disponibles sur notre site pour vous par rapport à ce que vous pouvez faire. Et puis la politique sur la transition en matière d'emploi. Donc vraiment une belle ressource d'information vous vous êtes offert. Donc je vous encourage énormément à aller explorer, en prendre connaissance, partager avec vos collègues qui sont touchés ou pas pour que tout le monde soit équipé à faire face à cette transition. Soutien en période de transition, comme je vous ai dit, la transition en matière d'emploi, elle est déstabilisante, mais tout le monde devrait pouvoir bénéficier de soutien lors de cette période difficile. Donc, encore une fois, consultez aussi les ressources en santé mentale et soutien dans la communauté pour vous soutenir lors de cette transition-là. Donc, ceci conclut l'information que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Contactez le bureau, contactez votre section locale, vos représentants. Si vous savez pas qui est vos représentants dans votre milieu de travail, contactez-nous au bureau de l'Alliance. Ils nous feront plaisir de vous donner les contacts de vos représentants locaux et aussi de vos représentants au niveau de l'élément pour répondre à vos questions, certainement. Mais il y a beaucoup de ressources sur notre site web, comme je viens de vous le montrer. Donc, je vous conseille fortement de prendre le temps d'explorer les ressources déjà disponibles pour vous. Donc, comment est-ce qu'on peut s'entraider en période de transition en matière d'emploi? C'est ma dernière question pour vous. Puis vraiment, c'est de prendre le temps d'y penser, puis voir si vous n'êtes pas touché, comment que vous pouvez appuyer un collègue ou une collègue qui passe à travers ce processus-là, et voir comment s'épauler pour la suite des choses. Donc, ceci conclut la séance d'aujourd'hui. Il y a une évaluation de cet atelier. Je vous encourage à scanner le code QR et nous donner votre perspective sur cette formation-là. Nous sommes toujours à la recherche c'est quoi le mot que je cherche? De retour constructif pour qu'on puisse améliorer ce qu'on fait pour vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et encore une fois, merci d'avoir participé à cet atelier. Nous espérons avoir pu répondre et vous fournir les ressources nécessaires pour affronter cette période de transition. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment là pour vous à chaque étape de ce processus. Donc, encore une fois, merci et bonne fin de journée.